notre maison brûle. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Our biosphere is being sacrificed. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Nous devons aller au bout de la solidarité financière. We have to act. Not just to come here and make promises, but to deliver on them. Bienvenue dans Source diplomatique, le podcast qui vous plonge au cœur de la diplomatie française. Avec cette série, La Fabrique, nous entrons dans la mécanique des grandes négociations, au plus près du travail de terrain. Je suis Anne-Claire, je travaille pour le porte-parole du Quai d'Orsay, et je vous propose de me suivre dans les coulisses de la COP28. Je ne sais pas si vous avez vu le 5, au petit matin, on a un brouillon de texte qui est sorti sur le bilan mondial, qui est le texte premier sur lequel on travaille, dans lequel on aura un langage sur la fin des énergies fossiles. Et pour le coup, toutes les options sont sur la table. France Inter, 6 décembre 2023. Les options qui sont sur la table, Gaïa Fèvre, elle dit ceci. La première, elle dit élimination progressive et juste des combustibles fossiles, fermez les guillemets. La deuxième, elle dit accélération des efforts en vue d'une sortie des énergies fossiles sans dispositif de capture des émissions et réduire rapidement leur usage pour atteindre la neutralité carbone au début du siècle. L'option 3, c'est no text, c'est-à-dire qu'on n'inscrit rien du tout sur le sujet. On est d'accord que l'option 3, c'est inenvisageable. Impatient ? Sans doute. Fatigué ? Un peu. Après 2 semaines de COP, les négociateurs français pour le climat voient de longs mois de travail se concrétiser avec le texte du bilan de l'accord de Paris soumis à l'adoption des parties. C'est ce texte qui sera, pour employer le terme consacré, la décision de couverture de la COP28. Et si l'espoir était de mise, notamment sur la question des énergies fossiles, le chemin a été loin d'être tranquille. Et plus encore aux dernières heures de la négociation. Suivez-nous, on vous raconte. 5 décembre 2023, une première version du bilan de l'accord de Paris est soumise aux négociateurs. Au bureau de la délégation France, nous croisons Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères en 2015 et président de la COP21. Alors vous êtes du Quai ? Exactement, je suis adjointe à la porte-parole du Quai d'Orsay. En tant que présumé père de l'accord de Paris, c'est intéressant de venir voir les enfants. La COP de Paris 2015, c'est la COP qui a donné le là. Et donc les COP suivantes ont essayé de s'inscrire dans la philosophie et l'application pratique de la COP de Paris. Ici, au moment où vous m'interviewez, la COP n'est pas finie et il y a toujours des surprises, vous savez, à la fin. Des bonnes, j'espère. On sait bien qu'on n'arrivera pas à nos objectifs s'il n'y a pas ce qu'on appelle en bon français un phasing out des énergies fossiles. Ça avance trop peu vite, malheureusement, mais les choses avancent quand même. Et donc il y a une course de vitesse et elle est tout à fait déterminante. Un peu de vocabulaire d'abord. Si vous avez suivi cette série, vous avez entendu les négociateurs parler de phasing out, phasing down, unabated. Pour faire simple, ces termes concentrent l'attention car ils peuvent renvoyer soit à une sortie des énergies fossiles, phase out, soit à une diminution, phase down, et avec toutes les palettes de possibilités entre, comme une sortie progressive et conditionnée à d'autres facteurs. La France, elle, défend une sortie des énergies fossiles, du charbon en priorité, et un rehaussement du nucléaire et des énergies renouvelables. Tout au long de cette COP, le bilan mondial a été âprement discuté, négocié. Retour sur ce parcours. Je m'appelle Philippe Charabier, je travaille à la direction de l'action européenne et internationale du ministère de la Transition écologique et cohésion des territoires, transition énergétique et secrétariat d'État de la mer. Et je suis négociateur français pour le bilan mondial cette année. C'est quoi l'enjeu pour l'accord et c'est quoi l'enjeu pour la France aussi, en tout cas pour l'Union européenne ? On est tous conscients, et notamment grâce au 6e rapport du GIEC, qu'on n'est pas du tout dans les clous pour parvenir à atteindre les objectifs de long terme de l'accord de Paris. Et du coup, ce bilan est vraiment le moment où collectivement on fait ce constat et on trouve des solutions au niveau international pour corriger notre trajectoire.
Typiquement, si on a envie de garder la hausse de la température limitée à 1,5 degré, il faut absolument que d'ici 2030, nous réduisions collectivement nos émissions de gaz à effet de serre de 43%. Et c'est ce genre de résultat qu'on cherche à obtenir dans le bilan mondial. Allez, on commence par le bilan mondial. C'est quand même le gros morceau. Où est-ce qu'on en est dans le bilan mondial sur l'énergie? C'est pas possible que ce soit pas discuté en salle. Donc pour rebondir juste sur l'énergie dans le bilan mondial, aussi étonnant que ça peut paraître, on a juste entendu les positions des partis, on est tombé dans des questions vraiment de procédure pour bloquer un peu les négociations. Mais du coup, le texte en l'état, comment il y a un paragraphe qui est le paragraphe 35, qui est vraiment le paragraphe le plus important, c'est le Energy Package. Et en l'état, il n'est pas assez ambitieux selon nos positions. L'Union européenne a vraiment fait une bonne intervention hier soir pour appuyer sur ce point et on a envoyé nos commentaires vraiment très ciblés sur ça. Donc il faut attendre maintenant la nouvelle itération du texte qui devrait arriver vendredi et à partir de là je pense qu'on aura des discussions plus substantielles. Au-delà de l'Union européenne, AOSIS, tout ça, ils sont pas vocaux? Alors AOSIS, c'est l'Alliance des petits États insulaires. En fait, AOSIS a été créé en 1990, avant la deuxième conférence mondiale sur le climat. Ce sont des pays qui sont directement menacés de disparition à cause du changement climatique. Et l'Alliance a joué un rôle important au moment de l'adoption de l'accord de Paris. Si aussi, mais j'ai l'impression que sur les interventions d'hier, j'ai eu l'impression que c'était l'Union européenne qui était vraiment la plus... Ce qui s'est passé hier, c'est qu'on devait donner des grandes remarques sur le deuxième texte. Et il y a eu un peu de l'obstruction démarrée par les États-Unis où ils ont commencé à ne pas faire des grandes remarques sur l'ensemble du texte, mais à prendre vraiment paragraphe par paragraphe pour une décision qui a un préambule d'une dizaine de paragraphes, 193 paragraphes numérotés et une trentaine de bullet points à remettre quelque part où on ne savait pas. Et ils ont vraiment fait des commentaires sur chaque paragraphe. Donc on a eu une demi-heure d'intervention des États-Unis, une demi-heure de la Chine, une demi-heure de l'Arabie Saoudite, une demi-heure de l'Inde. Et donc on n'a pas pu aller du tout dans les discussions aussi précises que ça. Nous, on a joué le jeu, on a fait une petite intervention, mais avec bien ciblée sur l'énergie notamment. Et il faut voir maintenant vendredi où ça va mener. « 10 décembre 2023. Les discussions se poursuivent autour du bilan. La pression monte. Je pars à Afrique du Sud et à Boga. Donc là, oui, ça devient un peu dur dans le concret, en fait, puisque au début, on a eu les déclarations, mais là, c'est vraiment, faut s'engager. Charlotte Lerat, coordinatrice de l'équipe climat. Il faut vraiment partir sur la transition et on se rend compte que des personnes qu'on croyait vraiment convaincues sont peut-être encore un petit peu à convaincre et il y a aussi une partie assez chouette du travail parce qu'on voit que nous, France, on est quand même porteurs de beaucoup de choses, donc c'est sympa de voir que voilà, on est écouté, on a un message et qu'on peut vraiment essayer d'influencer les autres partenaires. Donc là, on est toujours sur le gros sujet de la sortie des énergies fossiles. On va aller faire une conférence de presse de l'Alliance Beyond Oil and Gas, donc sur la sortie du pétrole et du gaz que la France a contribué à créer. Et on va voir ce que ça va donner après, si ça va pouvoir être répercuté dans le texte. Bonsoir à toutes et à tous. Alors que la COP doit s'achever officiellement d'ici 2 jours, nous avons encore beaucoup à faire dans les heures qui viennent. Agnès Pannier-Runacher, chef de la délégation française. Ce matin, j'étais avec mon collègue Eamon Ryan, mon homologue irlandais, pour défendre les positions de l'Union européenne en négociation sur le sujet de la finance climat. J'ai également enchaîné les bilatérales avec la Chine, le Brésil et l'Inde pour aborder les différents sujets et en particulier la question de la sortie des énergies fossiles. Et puis j'ai participé au Majlis, cette réunion où tous les chefs de délégation étaient réunis sur un pied d'égalité pour faire part de leurs solutions et leurs positions fortes pour avancer sur les sujets de la sortie des énergies fossiles. Et sur... On sent que les équipes commencent à fatiguer. En même temps, il y a un nouveau ressort qui arrive aussi, qui est boosté par les ministres qui reviennent pour la fin des négociations. Donc les équipes sont très occupées par les différents événements et les différentes négociations qui impliquent les ministres. Donc on est à la fois fatigué, mais on sent qu'on n'est pas à la fin et donc il faut tenir. En tout cas, c'est mon ressenti des équipes. Il y a une forme d'impatience aussi parce que là, tout le monde a envie que ces textes aboutissent et tout le monde a envie de voir à la fois le bilan mondial et les déclarations finales aboutir.
11 décembre 2023. Une première version du texte du bilan est sortie. Donc là, on vient de recevoir la dernière mouture du texte. Donc c'est le texte où il n'y a plus les options et les crochets. C'est le texte final, si on peut dire, qu'on doit encore négocier. Donc là, on vient de faire une coordination européenne pour voir ce qu'on pensait du texte. À ce stade, on considère que c'est très largement insuffisant et qu'il y a certains passages qui sont inacceptables. Par exemple, sur la sortie des énergies fossiles, c'est pas du tout ce qu'on a porté. C'est très très faible. Donc là, c'est la partie difficile qui commence. On était dans la partie endurance, maintenant on est dans le sprint là. Donc il faut aller voir toutes les autres parties, négocier, parfois ça se joint une virgule, un adjectif, pour qu'on arrive à une ambiguïté constructive qui permette que chacun y voit et y trouve ce qu'il veut dans le texte. En tout cas, là pour le moment ça ne nous va pas, donc on est parti probablement pour une nuit de travail. Ça va pas être facile, on le savait de toute façon avant de venir que ça serait pas facile, mais il faut y croire, là c'est pas le moment où il faut baisser les bras, au contraire il faut mettre toute notre énergie pour essayer de porter quelque chose de bon. Donc là, il y a tout un travail qui se fait déjà en coordination européenne à tous les niveaux. Donc là, c'était niveau ministre et ambassadeur. Mais pendant ce temps, tous les négociateurs étaient avec leurs collègues européens en train de regarder le texte et de faire déjà des propositions. Là, on repart vers le pavillon France. C'est loin parce que le site est immense. Donc on perd aussi du temps dans les transports. Donc c'est aussi de l'endurance physique. On repart en salle de délégation pour que chacun présente à la ministre et à l'ambassadeur où on en est, s'il y a des lignes rouges. Et en fait, on va prioriser, on va probablement voir ce qu'on peut laisser et ce qu'on va vraiment pousser. On est en train de sentir la frénésie, les messages n'arrêtent pas de tomber. Donc là, le nouveau texte est tombé. Comment tu te sens ? Un peu comme sur un bateau où tout le monde se met en place pour la tempête qui arrive. Philippe Charbier, négociateur pour le bilan mondial. Parce que le texte est arrivé, il y a plus de 200 paragraphes. Il faut mobiliser toute l'équipe française, mais également tous les experts européens qui ont chacun une thématique bien précise pour pouvoir analyser dans le détail avant ce soir, avant que les ministres puissent prendre la parole sur le texte, qu'est-ce qui se dit, si c'est bien, si c'est pas bien. Et en tant que négociateur bilan mondial, moi, un de mes rôles, c'est justement d'aider à la coordination entre tous les experts thématiques. On était dehors et on sent qu'il y a aussi une frénésie du côté des ONG. Ça réagit beaucoup, il y a plus de mouvements, on sent qu'il y a des petites manifestations un tout petit peu partout. Est-ce que vous le sentez, vous en avez l'écho aussi dans la salle de négociation ? Oui, on envoie les messages des collègues qui voient plus directement ces choses-là se passer, vu que nous on reste en salle là, de travail. Mais on comprend la frénésie parce que même nous, de notre côté, on n'est pas très très content avec cette nouvelle version de texte, là, après une première analyse très rapide. On a l'impression que l'ambition baisse. Sincèrement, on ne parle plus de sortie des énergies fossiles alors que c'est sur toutes les lèvres à cette COP et on pensait vraiment, et on pense encore qu'il y a une possibilité d'arriver à ce résultat. Donc là, il s'agit de savoir comment on va répondre pour faire en sorte de retrouver l'ambition qu'on avait encore possible dans la version précédente. Ce qui se passe là, on est vraiment dans les derniers moments. Je pense qu'une partie de la nuit va être dédiée à d'abord écouter toutes les délégations. Kevin Magron, conseiller spécial au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ensuite, la présidence reprend le texte, fait une nouvelle mouture qu'elle distribue probablement demain matin. Et demain, on est vraiment dans le dernier jour normalement de cette COP. Jour absolument crucial parce que c'est là où on doit arriver sur une mouture de texte consensuelle en espérant qu'on ait pu être beaucoup plus ambitieux que ce qu'on l'a été jusque maintenant. Il faudra une date quoi. De toute façon, phase-out, on ne l'aura pas dans le texte. Je pense que c'est assez honnête. Même le largely phase-out des États-Unis, il n'a pas l'air de prendre. Mais transitioning away, il faudrait le truc du Bangladesh là, sur le 1.5. Et la décennie critique, au moins pour les gros émetteurs. En fait, on peut s'en sortir comme ça, en ciblant les gros émetteurs. Et du coup, ça veut dire que les pays comme Sénégal, qui ne sont pas des gros émetteurs, peuvent prendre leur temps de faire leur transition. Il n'y aurait pas de langage sur le charbon. Oui. Donc je propose qu'on attaque tout de suite avec les négociations sur les négos. Qui veut commencer ? Philippe ?
Oui, du coup, ça a été de manière générale une journée d'attente. On attendait le nouveau texte qui est tombé à 17h, un peu après 17h. Donc on a enclenché la grosse machinerie européenne. Tous les experts thématiques ont bien contribué. D'ailleurs, je vous remercie. On n'a évidemment pas eu le temps de lire tout le texte. Il y a plus de 200 paragraphes en plus d'un préambule. De manière générale, les bonnes options, c'est un texte à options dans plein de paragraphes. Les bonnes options semblent être mieux qu'avant. Les moins bonnes options semblent être pires. Donc ça va être vraiment du bon travail pour les ministres. Sur les points qui nous intéressent tout particulièrement, apparemment par exemple sur le paquet énergie du paragraphe avant 35, maintenant c'est le paragraphe 36, on a une avancée vers du langage qu'on retrouve un peu dans nos conclusions du Conseil et ce qu'on a envie. Malgré ça, il y a encore des choses sur CCUS qui sont beaucoup trop... Il n'y a pas assez de garde-fous. Carbon Capture, Utilization and Storage, c'est l'ensemble des technologies visant à capturer les émissions de dioxyde de carbone. Et sur le phase-out fossil fuel, ils tentent de mettre du langage un peu innovant, on va dire, où ils disent plus phase-out fossil fuel, ils disent qu'il y a une option qui dit que si on triple les renouvelables et double l'énergie, enfin le taux tout court, pardon, ça doit être fait en assurant que cette augmentation de la capacité en énergie renouvelable est stratégiquement implémentée, mise en œuvre pour displace fossil fuel-based energy. Bon, c'est du nouveau langage qui essaie de faire un peu de transition away, j'ai l'impression. Je commence. L'UE a rencontré AOSIS. Donc l'idée c'est de se regrouper UE-AOSIS. Il y a vraiment une union qui est en train de se former. Et AOSIS nous a clairement dit quelle était leur position sur l'atténuation, donc en 4 points. Et sans ça, ils n'accepteront aucun texte. Un fort langage à la sortie des énergies fossiles et la fin des subventions aux énergies fossiles. Donc c'est aussi l'aspect subvention qui les intéresse, en faisant un rappel à la science. La mention d'un pic des émissions de CO2 avant 2025. La fin de la production de nouvelles infrastructures d'énergie fossile. Donc on n'est pas que sur du charbon là. Et un ambitieux paquet de CDN aligné sur 1.5. Et attention parce que je trouve qu'on n'est pas hyper présent sur adaptation, mais clairement la sortie des énergies fossiles, ça se combine avec un paquet adaptation. Donc ils nous ont clairement dit en dîner hack que s'ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient sur l'adaptation, ils étaient prêts à refuser tout paquet, y compris avec une mention des énergies fossiles. 12 décembre 2023, dernier jour annoncé de la COP28. On entre normalement dans ce qu'on considère la dernière journée, mais enfin on n'y croit pas forcément, on pense que ça va être plus long que ça. Donc on a eu le texte hier qui ne nous satisfaisait pas, qui en fait ne satisfait personne. Donc là on vient d'avoir à nouveau une coordination européenne et maintenant on va dans ce qu'on appelle le groupe de la HAC, High Ambition Coalition. Donc c'est un groupe qui est né à la COP21, la France en fait partie depuis le début et donc c'est une coalition de pays, Amérique latine, Europe, qui permet en fait de faire avancer les choses et de voir comment est-ce qu'on peut construire du langage qui pourrait être un peu plus consensuel et ambitieux. Donc on est théoriquement le dernier jour des négociations. On est en train de suivre Agnès Pannier-Runacher. Elle est avec la ministre de l'Environnement espagnole, Teresa Ribera. Ils viennent juste de quitter la réunion de coordination européenne. Normalement, les négociations se terminent à 11h. Il est 10h29, donc elles ne se termineront pas à 11h. Ça, on le sait d'ores et déjà. Et elles sont en train de rejoindre une autre réunion de haut niveau en présence du secrétaire général des Nations Unies. Et donc, on suit. Good morning. Thank you for coming. We had a good meeting. Dan Jorgensen, ministre danois pour le climat. Nous sommes ici pour conclure un accord. Nous sommes ici pour négocier, pour parler et écouter. Mais nous devons nous rappeler aussi qu'on ne peut pas négocier avec la nature. Donc, il est impossible que cet accord ne reflète pas ce que la science nous dit. La science est claire. Nous devons rester en dessous de 1,5 degré et pour cela, nous devons être beaucoup plus ambitieux. Agnès Pannier-Runacher, chef de la délégation française. La question n'est pas pourquoi se tenir au 1,5 degré. La question est comment allons-nous rester sous les 1,5 degrés.
On vient de sortir de la réunion de la coalition de haute ambition à laquelle participait la ministre Pannier-Runacher. Il y a eu un micro tendu avec les ministres pour réaffirmer leur ambition. Et en fait, ce que je trouvais fascinant, c'était que tous ces ministres n'ont dit au fond qu'une chose, 1.5, 1.5, 1.5, rester dans les limites d'1.5. Et en fait, tout ça, ça vient du rapport du GIEC. Et donc, c'est une affirmation de toute l'importance qui a été accordée à la science dans la construction de cet accord de Paris et dans la poursuite de ses objectifs. Donc, c'est assez fascinant de voir ce rapport entre la science et la politique prendre vie à cette COP et se poursuivre. Donc là, en fait, aujourd'hui, on est un peu en train de multiplier les huddles, ce qu'on appelle les huddles, c'est-à-dire les petits groupes. En fait, il y a des chefs de délégation qui se mettent ensemble pour essayer de trouver des solutions. Charlotte Lerat, coordinatrice de l'équipe climat. Donc on a eu ce matin une réunion de la High Ambition Coalition avec le secrétaire général des Nations Unies. À l'issue, il y a un petit groupe de pays qui est parti dans une salle. Donc là, c'était intéressant parce qu'il fallait être à l'affût. Donc on a ce qu'on appelle un one-pager, c'est-à-dire une page où en gros on a mis tout ce qu'on voulait essayer d'avoir dans le texte. Et tous les ministres n'étaient pas là, donc il faut toujours être un peu à l'affût de voir s'il y en a qui partent d'un côté ou de l'autre. Donc entre-temps, on est reparti en coordination européenne et là, on est à nouveau en réunion High Ambition Coalition. Mais cette fois, on a réussi à obtenir d'autres personnes, c'est-à-dire qu'il y a les États-Unis et le Brésil en salle. Donc on voit que petit à petit, ça prend. Donc ça nous donne pas mal d'espoir et ça nous pousse pour essayer d'aller encore plus loin et essayer d'obtenir quelque chose. Là, on comprend que la sortie des énergies fossiles, on a de plus en plus d'alliés. Donc il va falloir maintenant réussir à mettre ça dans le texte. On a un groupe WhatsApp avec des collègues d'autres délégations. Louise Rousseau, chef de pôle au Quai d'Orsay. Et une américaine qui tient une liste des pronostics d'heures de fin de COP. Et on voit, il y en a qui sont optimistes mais qui ont déjà perdu. Par exemple, Stéphane du Canada, déjà perdu. Il pensait que ça se terminerait à 16h aujourd'hui. Il est 17h30 et on n'a toujours pas de texte. Donc il a bien perdu. Mais il y a plusieurs qui peuvent perdre dans les heures qui viennent. Là, Louis, l'allemand, Kajsa, la suédoise, Maud, la canadienne, Quive, l'irlandaise, et Marine qui est face à nous, et Claire, l'anglaise. Tous, ils pensent que ça va se terminer d'ici minuit ce soir. Bon, des miracles peuvent arriver, mais on commence à rentrer dans le domaine de l'improbable. Il est 18h30, la fin officielle de la COP, c'était en tout cas celle qui avait été annoncée par Sultan Al-Jaber. C'était 11h, me semble-t-il. Et là, on attend une nouvelle mouture du bilan de l'accord de Paris. Donc on est avec Philippe. Forcément, ces textes mettent souvent beaucoup de temps à arriver parce que la présidence émirati essaie de peser chaque mot, chaque virgule pour faire plaisir à tout le monde. Donc là, oui, grande attente. C'est sur certains paragraphes clés qu'on voit les plus gros changements, on sait lesquels chercher. Par exemple, dans la version 4, c'était le paragraphe 39 qui était l'un des plus importants pour nous. Et le paragraphe 39, c'est le paragraphe qui parle du paquet énergie de la COP. Donc c'est vraiment le paragraphe que tout le monde attend, dans le monde en tout cas. Et donc on sait très bien que quand on va avoir la nouvelle mouture du texte, le premier truc qu'on va faire, c'est aller regarder le paragraphe 39, s'il y a eu un paragraphe ajouté ou supprimé, et voir s'il nous convient pas. Et ensuite, on va essayer de faire par thématique, en parallèle, une analyse plus complète du texte. La nuit va être longue. Là, on nous avait promis un texte pour après 18h. Ils ne s'étaient pas trop avancés. Donc, techniquement, ils ne sont pas encore en retard. Mais là, les choses qu'on entend, c'est qu'ils pourraient ne pas arriver avant 21h, 22h peut-être, voire pire. Et ensuite, la COP étant déjà officiellement terminée, ça va être, je pense, une grande ligne droite de discussion en plénière entre tous les ministres pour arriver à un accord et finir effectivement clôturer cette COP. Dubaï, à la COP28, les participants à la conférence sur le climat vont devoir rajouter des nuits d'hôtel et décaler les billets d'avion. La COP devait prendre fin ce matin, mais il n'y a toujours pas d'accord sur le texte qui a été proposé par les négociateurs émiratis, notamment autour de la question de la sortie des énergies fossiles, question centrale dans la lutte contre le réchauffement climatique. 13 décembre 2023, J+1 après la fin prévue de la COP28. Il est 7h et nous sommes dans le bus, vers le lieu de la COP, avec l'équipe climat.
Ils ont attendu toute la nuit un nouveau texte du bilan. On attend la dernière version du texte principal. Emmanuelle Lachaussée, sous-directrice de l'environnement et du climat. Qui devait sortir à 6h, puis 7h. Il est 7h03, donc on est en attente sur le site internet de la CNUC. Ah, le texte est sorti. Phase down. Phase down of unabated coal power. Alors il y a bien le 1.5. Nationally determined manner, donc ça leur va. Le B, il est vachement bien. Accelerating efforts towards the phase down of unabated coal power. Il est très bien. Efforts globally towards net zero emissions energy systems. Donc là, on attendait le texte, on a tous assez mal dormi, en train de remettre à jour la page constamment. Et il est sorti quand on était dans le bus, alors on a tous regardé, on se demandait où là, suspense, est-ce que ça va être ce qu'on veut? Et en fait, on est assez satisfait. Sur la finance, ça pourrait être mieux, mais en tout cas sur l'énergie, on a plein de choses hyper bien, donc ça nous rebooste, parce que hier, quand on a fait une réunion avec la présidence de la COP28, c'était plutôt un horizon assez sombre. On avait l'impression qu'ils étaient vraiment en difficulté pour porter un langage ambitieux, y compris sur la sortie du charbon, qui normalement fait un peu plus consensus, puisqu'on avait déjà obtenu quelque chose à Glasgow. Donc là, c'est plutôt chouette, on est content. Et maintenant, l'idée, c'est surtout de le conserver dans le texte parce qu'on fonctionne au consensus ici. Donc, un seul pays peut tout faire capoter. Donc là, on file parce que l'idée, c'est d'imprimer les textes pour qu'on les ait sous la main. Et ensuite, on part en coordination européenne pour se mettre d'accord entre Européens, puisque c'est l'Union européenne qui parle pour les États membres. Et après, je ne sais pas, soit on va faire des petites bilatérales, mais je pense qu'on va plutôt partir en plénière. Donc c'est là que tout va se décider. Alors là, en fait, on a l'impression d'être un peu à la fin d'une fête. Hein. C'est un peu étonnant. Il y a plus grand monde, il est 7h30 du matin. On voit que tout est en train d'être démonté. On n'est même pas sûr, en arrivant au pavillon, qu'on aura encore des bureaux. Et ça reste, un petit peu, ça devient un petit peu désolé. Les Espagnols, ils sont hyper sensibles sur le charbon parce que ça leur a coûté tellement cher politiquement dans les années 2010 qu'ils disent que ça leur va pas. Les petites îles. Ils disent que ça leur va pas. The informal view is that this really doesn't give us the course correction we have needed and fought for. C'est pas doesn't really, c'est really doesn't. On sent que c'est la fin dans la dernière ligne droite. Le nouveau texte est tombé là dans la matinée. Maintenant, moi, j'ai l'impression que mon travail est, pour ainsi dire, terminé. Philippe Charbier, négociateur pour le bilan mondial. On a fait une analyse assez rapide forcément du texte ce matin quand il est sorti pour pouvoir alimenter la réflexion de nos ministres. Et maintenant, le travail est vraiment à faire au niveau politique, en plénière, et nous, au niveau technique, finalement, on attend et on regarde. Là, on va avoir une plénière justement de clôture à 10h où l'idée c'est que tous les pays vont toper sur cet accord, mais on n'est pas à l'abri d'un dernier rebondissement. On sait que par exemple l'expression transition away from fossil fuels, si l'Arabie saoudite a une lecture aussi stricte que la mienne par exemple, en disant c'est équivalent à un phase-out, il pourrait ne pas accepter cet accord au dernier moment, et dans ce cas on aurait des suspensions de plénière, des entretiens bilatéraux, des petits huddles, donc des petits groupes de ministres qui essaient de détricoter comment on pourrait arriver à un compromis entre tout le monde. Donc on n'est pas à l'abri d'une surprise. Chaque COP se termine dans une apothéose de tension et de théâtralisation, donc ça sera certainement le cas cette année. Et les enjeux sont de plus en plus critiques, cette théâtralisation, elle devient de plus en plus délirante, quoi. On est en plénière. Normalement, la présidence Imerati devrait arriver d'ici 5 minutes. Donc tout le monde est dans l'expectative. Qu'est-ce qui va être dit? Qu'est-ce qui va être discuté à ce moment-là? On attend. Là, on est dans la salle de plénière et on attend que ça ouvre. Louise Rousseau, chef de pôle au Quai d'Orsay. Et elle vient d'être décalée 30 minutes. Ce qui n'est pas
encore trop mauvais signe, mais qui a priori quand même un premier signe qu'il pourrait y avoir des pays qui sont en train de dire à la présidence en dehors de la salle de plénière qu'ils ont un problème avec le texte. Voilà, comme le texte il est disponible que depuis 3 heures, on n'a pas encore l'état des lieux de ce que tout le monde en pense. Donc voilà, c'est peut-être un premier signe, mais à confirmer dans les minutes ou heures qui viennent. Il faudra voir comment la présidence émiratie joue cette scène en fait. Est-ce qu'ils vont essayer de passer la décision sur le Global Stocktake d'abord et ensuite donner la parole aux différentes parties? Est-ce qu'ils vont laisser les parties s'exprimer avant? Voilà. Enfin, tant que le marteau n'est pas tombé, il peut vraiment se passer des choses qui font dérailler le processus. On ne sait pas encore s'il y a des pays qui vont s'y opposer. Pour le moment, on espère que ce n'est pas cette option-là et que ce sera un consensus et un coup de marteau. Sultan Al-Jaber est entré dans la salle. Il a montré les points à l'ordre du jour. Les dernières délégations étaient à peine assises et sans crier gare. No objection, it is so decided. Vous avez entendu le coup de marteau, c'est fait. Les pays du France monde Inter, entier réunis 13 décembre pour la 2023. COP28 ont trouvé un compromis il y a moins d'1 heure qui pourrait marquer le début de la fin des énergies fossiles. Ça y est, le texte est adopté. C'est le moment de retrouver Stéphane Crouzat. On a été surpris, en tout cas nous, on a été surpris par la rapidité d'adoption de ce bilan de l'accord de Paris. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous y attendiez? Est-ce que c'est un peu un style que Sultan Al-Jaber a voulu marquer de son empreinte? On a vu qu'il avait fait la même chose au début de la COP, en faisant adopter, vraiment première décision de la COP, ça a été le premier jour, sur le fonds pertes et préjudices. On ne pensait pas que ça allait se faire si rapidement. Et là, sur cette dernière séquence, il y a toujours la possibilité que les choses déraillent. En entrant dans la plénière, on ne savait pas en réalité quelle serait la chorégraphie. Et là, visiblement, la présidence avait extrêmement bien verrouillé sa dernière version. La précédente était ni fait ni à faire en réalité. C'était un vrai fiasco. Et on s'est retrouvé dans une configuration où il savait qu'il allait pouvoir l'adopter tout de suite. Mais nous, délégués, en rentrant dans la salle, on n'est jamais sûr de rien. Et on se souvient surtout de cette COP26 par ce moment assez intense et les larmes du président de la COP26. Là, au contraire, ça a été parfaitement maîtrisé, quoi. Cette COP était importante, elle était risquée et elle a permis d'avancer de manière très claire sur en tout cas un engagement international sur la sortie des énergies fossiles. Emmanuel Macron, président de la République, quelques jours après la COP. Et il faut tenir l'agenda de sortie complet du charbon en 2030 pour les pays riches et tout faire pour infléchir dans les prochaines années l'augmentation des capacités de centrales à charbon. C'est le cœur de la bataille. On a obtenu quelque chose, mais donc qui est la sortie progressive des énergies fossiles. Il y a beaucoup de langages nouveaux, qui est assez remarquable, parce qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 2 ans encore qu'on parlerait d'énergie fossile, de sortie des énergies fossiles dans un texte de COP. On se souvient qu'à la COP26, quand on a introduit le charbon, déjà en entrée de COP26, on n'imaginait pas qu'on aurait le charbon. Et donc là, on parle de sortie, de transition away des énergies fossiles. Donc ça, il y a quand même une accélération des choses. Maintenant, toute la question, c'est de savoir comment on va mettre tout ça en œuvre en réalité. Parce que le langage est très important, ça donne des signaux au marché, mais il faut s'assurer que dans les semaines, les mois, les années qui viennent, tout ça soit traduit d'effet. Voilà, la COP28 c'est fini. J'espère que nous avons su vous faire ressentir tout l'engagement et le travail sans relâche derrière ces COP. Les négociateurs sont déjà plongés dans les prochaines échéances. Bonn, Bakou en 2024. Et surtout, sur la mise en œuvre de ces décisions, qui sont tant attendues pour le futur de notre planète. Merci d'avoir suivi La Fabrique, la COP28 pour le climat, du podcast Sources diplomatiques, qui vous plonge au cœur de la diplomatie française. Retrouvez toutes nos séries sur les plateformes d'écoute.